je vous propose qu'on entame la seconde table ronde, où la question posée est comment accompagner, mieux accompagner les familles, les enfants les plus précarisés. Pour cela, donc, nous, on a choisi de mettre en évidence deux approches, deux actions. Une première en PMI avec notamment Juliane et Chloé Dufour, qui sont donc Chloé Morel, pardon, qui sont deux orthophonistes qui sont engagés dans le projet À vos jeux préparés, qui est un projet dont l'action se situe en PMI et, comme le disait le docteur Gérard tout à l'heure, les familles, en effet, en tout cas, on sait aujourd'hui au niveau des chiffres que les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ont un enfant de moins de 3 ans, seuls 24% d'entre elles recourent à des modes d'accueil qui sont individuels ou collectifs, contre 52% pour le reste de la population. Aussi, agir en PMI, c'est aussi en effet aller se rapprocher des familles plus précarisées. Et la deuxième action que l'on met en lumière, c'est celle qui peut être faite en protection de l'enfance. On sait aujourd'hui que les familles, enfin les enfants qui sont en protection de l'enfance, accueillis par l'aide sociale à l'enfance, sont issus majoritairement de familles défavorisées. Donc agir en protection de l'enfance, c'est agir aussi pour les enfants qui en ont le plus besoin. Pour cela, Violaine Baye, orthophoniste et aussi formatrice d'ailleurs avec nous, elle fait partie de notre pôle de formatrice à l'ANSA, va pouvoir parler des actions qu'elle mène auprès des professionnels de la protection de l'enfance, et là en l'occurrence des assistants familiaux qui donc accueillent les enfants confiés à domicile, et les professionnels qui travaillent en pouponnière. Pour démarrer, étant donné que Chloé, je vois que tu partages ton écran, je me permets de la tutoyer car on se connaît. Je vous propose de démarrer pour présenter votre action à vos jeux préparés, et puis ensuite peut-être Violaine pourra enchaîner, et ensuite on évoquera pour chacun de vos projets un peu les clés de réussite que vous identifiez, les obstacles que vous pouvez rencontrer pour répondre à la problématique qui nous anime dans cette table ronde. Merci beaucoup. Et puis, avant de démarrer, nous remercions beaucoup l'ANSA de nous avoir conviés à ce webinaire et de nous permettre de vous présenter le projet À vos jeux préparés. Donc, ce projet, en fait, c'est une recherche-action qui a été initiée par les orthophonistes des associations de prévention en orthophonie qui participent au projet. Il y a un peu plus d'une trentaine d'associations de prévention en orthophonie qui participent au projet À vos jeux préparés. Les ateliers sont issus d'un travail qui a été mené depuis septembre 2020 par toute une équipe, en fait. Donc, il y a parmi ces 30 associations de prévention en orthophonie, 18 qui ont participé à l'élaboration des ateliers, en partenariat avec l'UNADREO, qui est l'Union nationale pour le développement de la recherche et de l'évaluation en orthophonie, qui là nous a encadré plus pour la partie méthodologique, l'ingénierie pédagogique et la partie statistique du projet, en partenariat avec l'ANSA, qui coordonne en fait les acteurs du projet en tant que partenaire expert de l'expérimentation sociale à l'épreuve du terrain, qui prend appui sur des données probantes. Et puis, le projet est également soutenu par la FNO, la Fédération nationale des orthophonistes, qui nous a rejoints récemment. Alors, comment est né ce projet? En fait, ce projet est né du constat de professionnels de santé au sein des PMI qui observent d'importantes difficultés langagières chez de nombreux enfants issus de milieux défavorisés. Et ces professionnels, du coup, vont solliciter des associations de prévention en orthophonie. Ce constat est partagé par les professionnels du secteur médical, comme les médecins, les orthophonistes, et confirmé par de nombreuses études. Nous savons que les difficultés langagières présentes dès le plus jeune âge ont des répercussions dans les apprentissages scolaires dès la maternelle et par la suite. Et nous savons également que les enfants issus de milieux défavorisés présentent davantage de difficultés langagières et moins de facteurs de protection que les autres, comme nous avons pu le voir ce matin. Donc, fort de ces constats, la volonté principale de toute l'équipe qui a créé la recherche-action À vos jeux préparés était de prévenir les inégalités de développement de la communication et du langage par une action de prévention primaire en PMI. Et cet objectif s'est concrétisé à travers différents sous-objectifs qui répondaient à 3 niveaux de besoins que nous avions pu identifier. Des besoins d'abord au niveau des parents,
des besoins de repères sur le développement de langage de leur enfant et de l'importance aussi du rôle qu'ils peuvent avoir dans ce développement, des besoins d'outils simples pour stimuler le langage de leurs enfants au quotidien, et des besoins d'avoir des réponses à leurs questionnements et d'avoir confiance en leurs compétences de parents. Nous avons également identifié des besoins au niveau des professionnels de PMI, des besoins de formation dans le domaine du langage et de son développement, le besoin d'être soutenu, étayé et relayé pour des actions de prévention dans ce domaine, et d'être plus outillé dans les informations à transmettre aux parents concernant le langage. Et puis enfin, troisième niveau de besoin que nous avions pu identifier, c'est les besoins au niveau des associations de prévention en orthophonie. Besoin d'évaluer scientifiquement, du coup, les pratiques professionnelles en matière de prévention primaire en orthophonie et leurs effets auprès des parents pour valider leur efficacité. Donc, ces ateliers s'adressent à un groupe de parents et leurs enfants de 0 à 3 ans 11 mois. Pour nous, il était important qu'on s'inscrive dans le cadre des 1000 premiers jours. Donc, on a défini cette tranche d'âge-là pour l'accueil des enfants. Nous inscrivons au minimum 3 familles aux ateliers et l'idée, c'est de ne pas avoir plus de 10 participants en comptant les parents et les enfants. Voilà. Donc, une des particularités de ce projet est donc qu'il réunit à la fois les parents et leurs enfants au sein des ateliers. Ça, c'est une grande force de ce projet. Alors concrètement, comment nous nous sommes organisés? Eh bien, le premier temps de la mise en place des ateliers commence par un temps de formation. Donc, formation des professionnels de santé de PMI. Donc, lorsque les professionnels de santé souhaitent que le projet se mette en place dans leur PMI, nous allons proposer à tous les professionnels de la PMI qui le souhaitent une formation plutôt théorique qui va parler bien sûr du développement du langage, mais aussi des apports théoriques sur lesquels nous nous sommes basés pour créer les ateliers à vos jeux préparés. Il faut savoir que ce sont les professionnels de PMI qui vont recruter les familles et pour nous, il était essentiel qu'elles connaissent bien ce projet, le contenu des ateliers pour qu'elles puissent du coup faire le lien entre les familles et les animateurs des ateliers et qu'elles puissent parler des ateliers lorsqu'elles présenteront le projet aux familles. Ensuite, il y a un second temps de formation, qui est un temps de formation beaucoup plus pratique, qui réunit les orthophonistes qui vont animer les ateliers et les professionnels de PMI qui vont animer les ateliers. Car chaque atelier sera animé par un binôme composé d'une orthophoniste et d'un professionnel de santé de PMI. Donc, ce second temps de formation, c'est un temps en fait de rencontre pour que les deux animateurs puissent se connaître le contenu de l'atelier et s'entraîner à l'animation en fait des ateliers. Ensuite, après ces temps de formation, il faut compter environ 1 mois pour le recrutement des familles et nous proposons à ces familles de s'engager pour un cycle de 4 ateliers, chaque atelier durant 1h30. Je vais vous les présenter plus précisément dans la diapo suivante. Voilà. Et comme nous sommes dans une recherche-action, il y a bien sûr un temps d'évaluation et notre évaluation est composé de 3 questionnaires. Un questionnaire d'évaluation qu'on présente aux parents avant le premier atelier. Là, l'idée, c'est de relever toutes les pratiques parentales. Ensuite, à la fin de chaque atelier, les parents peuvent remplir un questionnaire de satisfaction. Et enfin, à la fin du 4e atelier, nous leur reproposons un questionnaire pour voir s'il y a eu une évolution dans leur pratique parentale suite aux ateliers. Et nous les rappelons 3 mois après le dernier atelier pour leur reproposer ce questionnaire et voir si les évolutions, s'il y a d'autres choses qui se mettent en place dans leur quotidien et voir un petit peu comment ils se sont appropriés les outils qu'on a pu leur présenter lors des ateliers. Alors, les 4 ateliers du cycle ont été conçus de manière à diffuser les messages suivants. Tous les moments de la vie en famille sont propices à aider votre enfant à progresser, à prendre confiance et à avoir envie de communiquer. Tous les échanges que vous aurez avec votre enfant l'aideront à prendre confiance, à prendre plaisir et faire des efforts sans en avoir l'impression, grâce au jeu, au plaisir et aux moments partagés ensemble. Et enfin, il n'est pas nécessaire de travailler ces échanges ou d'y passer un temps important. L'essentiel est la qualité des échanges et leur régularité. Vous, parents, êtes compétents pour cela. Donc, notre cycle de 4 ateliers
porte sur, en fait, chaque fois un temps du quotidien. Donc, notre premier atelier porte sur le temps de la toilette, il s'appelle au bain. Le deuxième atelier s'appelle à table. Le troisième, on sort, donc il porte sur les sorties qu'on peut faire avec nos enfants. Et le dernier atelier s'appelle au lit, donc il porte sur le temps du coucher. Et au sein de ces ateliers, 4 thèmes récurrents se sont systématiquement abordés. Il y a le thème du plurilinguisme, le thème des écrans, la place du livre et la place du jeu dans le développement de l'enfant. Donc, tous nos ateliers sont structurés de la même manière. Vous avez à droite là, de l'écran tous les temps qui vont se succéder au cours d'un atelier. Ce qui va différer, c'est bien sûr le thème. Donc d'abord, on va commencer par un temps d'accueil des familles, où là, on va vraiment faire en sorte que les familles se sentent accueillies. Donc on est à la PMI, l'accueil est chaleureux autour de boissons, voire on peut partager aussi quelque chose à manger si c'est possible. Ensuite, il y a un temps de tour de table où notre idée, c'est vraiment de faire du lien dès ce tour de table-là entre les familles, puisque ça va être un levier fort pour les faire revenir aux ateliers suivants. Après, il y a un temps de scénette, puis un temps de cartes vrai-faux, où on va du coup aborder tous les thèmes précédents. Un temps phare, c'est celui du jeu libre autour d'un sac qu'on a appelé le sac à blabla. Ce sac à blabla, vous en avez une photo là sur la diapositive, il contient des objets du quotidien en lien avec le thème de l'atelier. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on détourne tous ces objets du quotidien pour jouer, en fait. Voilà, l'idée, c'est de montrer qu'on peut jouer avec tout ce qui nous entoure, que tout peut être langage. À la fin de ce temps de jeu libre, nous allons créer avec les parents et les enfants un jeu à partir de matériel de récupération, et les enfants pourront à la fin de l'atelier repartir avec ce jeu. Il y a ensuite un temps de réflexion et d'enrichissement de la scénette qu'on a présentée au départ. Et enfin, nous allons nous quitter en comptine, et les parents se donneront à la fin des ateliers une petite mission pour l'atelier suivant. Donc, en fait, ils vont participer à des ateliers tous les 15 jours, et donc le cycle de 4 ateliers s'étend à peu près sur 2 mois. À la fin de chaque atelier, l'enfant repart donc avec le jeu qu'il a créé au cours de l'atelier avec son parent et un petit livre que nous leur offrons à la fin de chaque atelier. En tant qu'animateur, nous cherchons vraiment, durant tous les temps de l'atelier, à adopter une posture la plus horizontale possible afin de favoriser les échanges entre parents et de créer le plus possible du lien entre eux. Tous nos objectifs pour tous nos objectifs, nous avons créé des messages clés que nous diffusons au cours de l'atelier pour renforcer les échanges entre les parents et renforcer les parents aussi dans ce qu'ils ont pu, eux, mettre en place au cours des ateliers. Donc, il y a vraiment cette idée de construire les contenus avec les parents, d'échanger, que les parents échangent le plus possible entre eux pour enrichir leur pratique autour du langage. Alors, je laisse la parole à ma collègue. Merci Chloé. Oui, est-ce que tu peux éventuellement départager ton écran pour qu'on voit mieux Violaine pour la présentation de son action? Là, tu allais passer sur les chiffres, c'est ça? Oui, sur les chiffres et les leviers. Voilà, et c'est Juliane qui devait prendre la parole normalement. Alors, je ne la Je vois peux pas. vous la faire très courte sur les chiffres. Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. On a synthétisé rapidement les chiffres pour que ça soit plus parlant, pour que vous voyez ce que ça représente. Donc, aujourd'hui, au 1er novembre, on avait 48 cycles qui avaient été réalisés dans 41 PMI et 5 régions. Donc, ça représentait 11 associations et plus de 300 professionnels qui ont été formés. On vous a mis des chiffres pour le pourcentage de parents et d'enfants qui ont été concernés, sachant que ceux-là sont ceux qui correspondent à l'étude, donc se sont arrêtés au mois de juillet et qu'il y a eu d'autres ateliers depuis, mais ça représente 170 parents et 350 enfants. Et on voulait quand même souligner que les premiers retours de la première expérimentation sont plutôt positifs parce que la grande majorité des parents sont satisfaits par les ateliers, au moins en partie. T'entends? Ah, c'est bon, c'est revenu. Et que les participants, d'une manière générale, veulent changer des choses
dans leur quotidien. Ils disent qu'ils regardent moins les écrans, que leurs enfants regardent moins les écrans, mais aussi que eux-mêmes regardent moins les écrans quand ils jouent avec eux. D'une manière générale, ils jouent plus, ils utilisent plus leur langue maternelle, ils utilisent plus de livres, racontent plus d'histoires. Donc voilà, cette étude, elle va être publiée avec les chiffres donc jusqu'au mois de juillet. Euh, mais pour l'instant, c'est très, très positif. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce qui remonte les idées principales, c'est que les parents aiment avoir des contacts avec des professionnels et avoir des idées à appliquer avec leurs enfants. Ils ont besoin de choses très concrètes. Voilà. Je laisse Merci, Juliane. Violaine continuer. Oui, voilà, je vous propose qu'on passe à la présentation de Violaine, puis on viendra vers vous ensuite pour les clés de réussite de votre projet. Ok, merci de me passer la parole. Et merci à vous deux, Juliane et Chloé, pour la présentation de ce beau projet que je soutiens et auquel je participe aussi, moi en tant qu'orthophoniste. D'ailleurs, cet après-midi, je serai en atelier à vos Jeux Préparlés dans une petite PMI de mon département des Hautes-Alpes. Voilà. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du fond, du fond du langage sous son aspect multidimensionnel. Je ne vais pas forcément vous parler d'approche territoriale, de gestion de projet, etc., même si c'était très intéressant la première table ronde. Moi, je suis Violaine Bay, je suis orthophoniste, je suis formatrice pour l'ANSA. Je travaille en région PACA, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et je suis formatrice donc, pour l'ANSA depuis plusieurs années. J'ai eu donc l'opportunité offerte donc, par l'ANSA de réfléchir donc, avec Claire Denzel, ici présente, Marguerite Bergès à l'époque et Manon Sirissouk, à cette formation, une formation expérimentale pilote, donc pensée en 2020 auprès et pour les professionnels en protection de l'enfance à plusieurs niveaux. C'est une formation qui a été dispensée en 2021, donc en plein Covid, mais nous y sommes arrivés et depuis, ça continue à fonctionner. Cette formation donc, a été dispensée à la fois donc, sur plusieurs territoires, à la fois auprès de 3 groupes d'assistants familiaux du département de la Moselle. Voilà. Et aussi un groupe de professionnels de pouponnière à l'IDEF de Bron, l'Institut de l'enfance et de la famille, qui continue toujours à se poursuivre. Depuis, plusieurs groupes de professionnels de pouponnière ont été formés. Donc, cette formation est une formation issue donc, du parler bambin en crèche, telle qu'on la connaît en crèche et qu'on ne présente plus donc dans les EAJE sur le territoire français. Il se trouve que moi j'ai rencontré donc des professionnels de terrain très engagés de part et d'autre, sensibles aux questions de la prévention et à la question de l'égalité des chances évidemment. J'ai moi-même en tant qu'orthophoniste une sensibilité dans ce domaine de protection de l'enfance et pour la prévention précoce de façon plus large. Voilà. Je dispense des formations en PMI, en crèche, dans les relais petite enfance et dans les pouponnières. Donc voilà, un petit peu dans les lieux où on peut trouver des acteurs en petite enfance. À l'époque, en fait, j'aimerais vous parler des constats de terrain, en fait, dans ces lieux, notamment à la pouponnière, qui ressortaient. Ils étaient, donc de la part des professionnels, plutôt un regard donc assez catastrophiste, hein, quand même, il faut le dire, sur la trajectoire développementale des enfants en pouponnière et qu'on peut bien comprendre, et des carences importantes qu'on peut aussi comprendre sur le plan affectif, avec le besoin de ces enfants de réparation, de construire en fait des bases de sécurité affective auprès des professionnels en place. Donc c'est vrai qu'à la pouponnière, il y avait déjà une pédagogie donc Pikler-Loxi en place qui correspond bien à cet état d'esprit. Et donc c'était un petit peu la priorité. C'était ce qui était vu et c'était la priorité des professionnels. Pour ensuite
plus tard, une fois réparation faite, une fois base affective consolidée, pouvoir apprendre, que les enfants puissent apprendre d'autres choses, comme du langage oral, du langage écrit, des mathématiques, ce qu'on peut appeler après les apprentissages plus académiques. Je veux parler de ces constats, je veux faire émerger ces constats de terrain pour pouvoir vous partager en fait les représentations qui en découlent et qui expliquent un petit peu la façon dont cette formation a été construite. Nous étions bien sûr largement d'accord sur les carences, les vulnérabilités assez intenses et précoces de ces enfants, avec tous les impacts sur leur développement. Mais j'avais un autre point de vue sur l'acquisition du langage que je voudrais expliquer en quelques points. Donc là, voilà, je vous parle un petit peu du fond. Le langage, c'est bien sûr un apprentissage, c'est une acquisition, mais qui ne doit pas être vu comme une surcharge de l'esprit de l'enfant déjà peu disponible, qui ne doit pas être vu non plus comme un frein à la construction affective et qui ne doit pas être vu comme une surstimulation de l'enfant insécure. Au contraire, pour moi, il constitue une réponse pertinente et protectrice pour ces enfants en protection de l'enfance. C'est en cela que ça consiste, en fait, cette formation. Le langage, c'est quoi en 2 mots? C'est un apprentissage implicite et naturel qui s'opère dans l'interaction humaine par imitation et dans le plaisir. Voilà, c'est vraiment un carburant très important. Et ce langage, il conditionne et supporte aussi des prérequis affectifs par ses premières émergences, donc au travers du regard, des mimiques, de l'imitation, de l'attention conjointe. Il offre plusieurs choses à l'enfant. Il offre une existence. Oui, je te regarde en tant qu'adulte, je te nomme, je te parle. Tu existes. Et une constance dans et par les mots répétés, d'accord? Donc tout l'ensemble du vocabulaire au quotidien qui accompagne les rituels, dont on a parlé aussi dans ce projet À vos jeux préparés, les moments du quotidien si importants. Et une forme de prévisibilité, donc d'anticipation à l'enfant, pour l'enfant, ainsi qu'une disponibilité de l'adulte dans la relation. Voilà, auprès duquel l'enfant y construira des repères, une conscience de lui-même et une affirmation de son identité. Donc oui, au travers de cette formation et en ayant expérimenté auprès de plusieurs groupes, je peux dire sur le plan théorique et sur le plan, à la rencontre des professionnels de terrain que oui, le langage, il répond aux besoins d'attachement du tout petit, car il a une fonction de portage affectif, d'accord, par la voix, les prosodies, la prosodie, les mots. Par ailleurs, donc, le langage, il répond aussi à un besoin cognitif que connaissent les tout petits d'où qu'ils viennent. Voilà, c'est un besoin aussi cognitif. Ça, voilà, tout le monde le sait, mais je voulais quand même le rappeler. C'est vraiment un besoin d'accéder aux premières représentations pour le tout petit en étiquetant l'environnement, les situations par les mots, pour les dire et pour les comprendre. Le langage y permet de décrire, de préciser sa pensée, de raisonner, de nuancer, d'apporter de la complexité, de donner du sens à ce qui se passe aujourd'hui et à ce qui s'est passé hier pour eux, pour ces enfants. C'est d'ailleurs Boris Cyrulnik, dans les dernières assises dans la protection de l'enfance, qui parle de la mémoire subie de ces enfants, donc celle du trauma, et de l'intérêt de la mémoire, d'ajouter de la mémoire comprise. Donc, mettre à distance par les mots, en expliquant, en mettant du sens, en verbalisant les choses, d'accord? Cette mémoire comprise est en opposition à la rumination, d'accord? C'est-à-dire que ça permet de mettre du sens et de pouvoir avancer, de pouvoir passer à autre chose. Donc, le langage, il est donc un moteur de l'intelligence. L'acquisition d'un bon langage oral, vous l'avez dit aussi, les orthophonistes, c'est la garantie de disposer d'un outil solide pour construire d'autres connaissances plus tard. La capacité de mettre en mots les choses, les mots, des éléments plus abstraits, des émotions, des ressentis, des traumas. Voilà, le langage, il aide à mettre à distance, à comprendre pour avancer et se sentir un sujet plus épanoui. Voilà, c'est en ce sens. Et ce qui me résonne là, c'est aussi l'intervention un petit peu du docteur Gérard tout à l'heure, je vous remercie, en parlant du moyen terme, du long terme et du moyen terme. Et ça, c'est vrai que pour le langage et en protection de l'enfance, on pense à l'avenir de ces enfants, on pense à leur devenir en tant qu'adultes. Et
je crois que quelque chose qui est très important dans cette formation, et c'est une prise de conscience des professionnels qui travaillent en protection de l'enfance, c'est que quand on réfléchit langage, quand on parle avec l'enfant, quand on s'outille et quand on outille les enfants sur le plan du langage, on réfléchit pour eux à leur avenir et à du long terme. Et ça, c'est vraiment enfin, pour moi, c'est déterminant. C'est vraiment ce qui me motive à être formatrice dans ces milieux-là. C'est vraiment ces petites graines semées dont les effets ne vont pas être tangibles immédiatement. Donc, on le voit dans l'évaluation du parler main, vous l'avez dit dans le chat. Certaines études le montrent, mais c'est parce que c'est aussi propre au langage qui a cette période sensible de la petite enfance et qui a aussi des effets à long terme. Et donc ça, il faut vraiment comprendre comment ça se met en place et vraiment être formé sur ces questions-là pour pouvoir avoir en tête l'importance de ces 0-3 ans, 0-4 ans et des interactions humaines à ce moment-là, voilà, et de la façon dont on aide les enfants. Bon, ben voilà, je finirai juste en disant que j'espère que ce sujet un peu de fond vous aura convaincu, que le langage il constitue vraiment un facteur de protection, hein, à un double niveau, au niveau affectif, donc qui répond à cette problématique des enfants en protection de l'enfance, et à un niveau cognitif, à une période vraiment de la vie où les carences sont dommageables, mais où le cerveau a un potentiel incroyable. Une marge de compensation énorme. Voilà, c'est vraiment dans ces quelques mots, je voulais vous relater ma motivation à continuer à proposer cette formation. Je ne vais pas forcément détailler, je pense, les contenus de la formation. L'idée, c'est vraiment d'outiller les professionnels pour affiner leur observation, de pouvoir comprendre l'intérêt de agir tôt, l'approche préventive, son intérêt dans la mise en place du langage. Voilà, pourquoi et comment, effectivement, comment on favorise l'émergence du langage chez l'enfant, quelles sont les attitudes et les postures, comment on peut observer aussi et suivre le développement du langage de l'enfant, voilà, par tout un tas de choses, des outils concrets, des signaux d'alerte, différents précurseurs au langage et à la communication. Voilà, on essaye d'affiner, l'idée c'est d'affiner aussi le regard de ces professionnels sur les compétences langagières des tout-petits. C'est vrai que le langage, peut-être dans les aspects du développement, il peut arriver aussi à un degré de popularité un peu, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais un peu en recul, comparativement au développement moteur qui se voit beaucoup, qui est très très attendu par exemple par tout un chacun, les professionnels au contact des enfants, les parents. Voilà, moi j'aime bien dire qu'en tant qu'orthophoniste, quand je reçois des parents et des familles dans mon cabinet, souvent quand je retrace un petit peu l'histoire, je leur demande, ben voilà, à quel âge votre enfant a marché? Bon, ben, tout de suite ils peuvent me répondre. Puis je leur demande à quel âge votre enfant a dit ses premiers mots, puis souvent ils ne savent pas. Voilà, parce que c'est moins prégnant, c'est moins visible, alors que c'est tout aussi important. Donc voilà un peu l'essentiel de mon propos et mon plaisir donc à animer cette formation en protection de l'enfance, qui est une formation action. Voilà. Et voilà, là, je crois que je m'arrêterai là. C'est pas mal. Merci Je... Jolène, c'est très complet et puis je pense que c'était important de revenir sur ces questions de fond parce que c'est vrai que depuis, on n'a pas voulu mettre le mot langage dans le titre de ce webinaire, mais c'est vrai que la question du langage est centrale malgré tout pour prévenir les inégalités sociales, donc c'était important que tu reviennes sur ces éléments de fond. Maintenant, pouvez-vous nous dire justement en termes de clés de réussite et peut-être d'obstacles rencontrés, notamment pour vous, Juliane et Chloé, et peut-être que dans vos éléments de réponse, il y aura des éléments de réponse à des questions qui ont été posées par les participants, notamment sur voilà, où est-ce que vous en êtes un peu dans le déploiement actuel et puis les perspectives pour demain, et une question notamment sur la question des familles, comment est-ce qu'elles sont en fait ciblées, comment voilà, travaillez-vous avec les familles qui participent finalement aux ateliers que vous proposez avec les PMI. Oui, alors effectivement, on s'est posé beaucoup de questions quand on a créé ce projet. On n'a pas forcément toutes les réponses et on n'a pas la prétention de dire qu'on a trouvé tout ce qui fonctionne. Donc, notre première question,
puisqu'on savait donc nous, on voulait intervenir, enfin, que les enfants issus de milieux vulnérables ont plus de risques de développer des troubles du langage et d'avoir un impact sur leur avenir, en fait, tout simplement. C'était savoir comment les toucher. Donc, pour ça, on a ciblé les PMI. Donc, c'est un lieu que nous, on imaginait lieu ressource pour les familles, et il s'avère que c'est en grande partie le cas. La plupart des familles considèrent que ce lieu est un lieu repère avec des professionnels avec lesquels ils peuvent échanger et où ils peuvent apprendre des choses. Sauf que, par exemple, en expérimentant, on s'est rendu compte que ce lieu-là avait aussi une connotation différente pour certaines familles, parce que ça pouvait être un lieu où ils étaient repérés, on repérait certaines de leurs problématiques, voire où ils étaient signalés aux services sociaux. Donc ça montre bien qu'on a quand même un biais de représentation quand on arrive avec nos idées de professionnels, et que la réalité des familles n'est pas toujours la même que ce qu'on imagine. Voilà. Bon, je vous rassure, quand même, dans l'ensemble, ça fonctionne bien, ce lieu-là, et pour l'instant, on arrive à avoir des familles vulnérables. Enfin, elles adhèrent plutôt à la PMI et au projet. Voilà. Une des deuxièmes clés pour les toucher, c'est vraiment ce partenariat donc, entre les pros de PMI et les orthophonistes. Donc, les familles sont ciblées par les professionnels de PMI. Donc, elles peuvent nous les orienter directement aux ateliers. C'est pour ça qu'on les forme et qu'on les informe, y compris celles qui ne participent pas aux ateliers, qu'on leur présente le projet pour qu'elles puissent elles-mêmes défendre ce projet auprès des familles et les inviter à participer. Il peut aussi y avoir des familles volontaires en dehors de celles qui ont été ciblées par les professionnels. Et ce partenariat, il est aussi très, très important pour nous, et c'est vraiment un levier parce qu'on est réellement en co-animation. Ça nous permet d'avoir non seulement un langage commun parce qu'on utilise les mêmes mots et on part des mêmes bases, mais ça permet aussi de continuer après notre départ pour les professionnels de PMI à apporter les mêmes messages. Voilà. Un des autres leviers qu'on a utilisé pour être sûr d'atteindre la cible qu'on voulait atteindre, c'était le FALC, donc le français facile à lire et à comprendre. Donc, tous nos supports et nos messages clés sont rédigés en FALC. Ça nous permet d'être plus inclusifs et accessibles pour les personnes les moins à l'aise avec le français. Deuxième question qu'on s'est posée, comment impliquer les familles? Parce qu'on a déjà entendu ce matin, notamment en PMI, on rencontre souvent des familles qui ont du mal à s'investir sur le long terme, qu'on a du mal à saisir, surtout avec une heure donnée, un temps donné. Donc, on a essayé de prendre les thèmes des ateliers qui sont des thèmes vraiment du quotidien. Sauf que là aussi, on a une surprise. Enfin, une surprise, on en a eu plusieurs, mais on s'est rendu compte qu'on avait appelé notre premier atelier au bain. Et en réalité, alors, sans parler du fait d'avoir une baignoire ou une douche, le temps du bain ou même le temps de la toilette n'est pas forcément un temps qui est partagé par toutes les familles et qui n'est pas forcément quotidien. Donc, on découvre au fur et à mesure et on ajuste au mieux. Donc, pour l'instant, on a changé, on va l'appeler la toilette. Mais il y aura sûrement d'autres choses à modifier. Ce qui nous permet d'impliquer les familles, c'est notre posture. On essaye au maximum d'inclure les parents. Les ateliers sont pensés pour ça, avec vraiment des temps d'échange, de partage d'expériences. On essaye de ne pas être considérés comme des formateurs qui avons toutes les connaissances et qui avons des choses à déverser, juste du savoir à déverser. On essaye d'être dans le concret, le partage d'expériences avec les familles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a l'air de leur plaire et qui permet qu'ils soient réellement impliqués dans ces ateliers et pas juste passifs.
On a essayé aussi au maximum de les aider dans l'organisation. Donc, on a fait des cycles. En général, par PMI, on essaye de faire au moins 2 cycles pour que chaque famille puisse rattraper un atelier qu'il aurait manqué. Là, on se rend compte qu'il y a un biais aussi, c'est que en fait, le groupe établit une espèce de lien, une cohésion. Et dans les faits, c'est assez difficile pour des familles qui reviennent à un autre cycle de s'intégrer à un groupe auquel ils appartenaient pas. Mais bon, ça peut les rassurer de savoir qu'ils ont le droit de manquer un atelier et de revenir à un suivant. Et notre clé principale, c'est la participation active des enfants. Le fait qu'ils soient sur place et qu'ils participent avec le sac à blabla dont vous a parlé Chloé tout à l'heure. Déjà, c'est un support pour nous parce qu'on va pouvoir s'appuyer en disant, regardez, là, il a fait ça et donc, il se passe ça, c'est génial. Vous voyez, il joue même avec des cuillères en bois. Il n'y a pas besoin d'acheter des jeux très, très chers. Ou... Voilà, vraiment, on peut faire du langage avec tout. Et en plus, côté organisation, pour des parents, et surtout des mamans, hein, parce que on va pas se mentir, on a surtout des mamans, c'est très pratique de pouvoir avoir les enfants avec elles et de pas avoir à les faire garder, y compris des enfants plus grands. Et la dernière question qu'on s'était posée, c'était comment créer un lien de confiance avec les familles. Donc, ce qui nous permet d'avoir ce lien, c'est la régularité et du binôme orthophoniste pro de PMI, qui en général est toujours, on essaye dans la mesure du possible, d'avoir toujours les mêmes personnes. Donc vraiment, pour les familles, c'est très important. Et comme je vous disais tout à l'heure, les parents entre eux, il y a une espèce de solidarité qui se crée et des échanges entre eux qui sont vraiment très, très riches pour le partage. Et enfin, pour toujours cette confiance et ce partage, euh, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus convivial possible. Donc avec le pot d'accueil, un petit livre qui est offert à la fin de chaque atelier et les enfants et les parents qui repartent avec un matériel qu'ils ont créé à partir de 3 fois rien, hein. On parle de téléphone créé avec des rouleaux de papier toilette ou des choses comme ça, qui peut être reproductible à la maison et qui sont chouettes pour tout le monde. Voilà ce qu'on a, nous, comme levier. Après, Merci Juliane. Oui. C'est très clair, puis du coup ça répond bien, je pense aussi aux questions qui étaient posées dans le chat. Une personne pose quand même la question, est-ce que vous donnez accès aux familles qui ont du mal à parler ou à comprendre le français? Comment vous approchez cette question-là? alors oui, 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 évidemment qu'on a plein de familles. Bah, c'est l'histoire du FALC dont on parle. Donc, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Et après, vous avez vu qu'on avait des scénettes, donc on est vraiment dans l'action, où on caricature des attitudes qui sont plutôt défavorables au langage. Donc, on va mimer un parent de regarder son téléphone alors que l'enfant est en train de le solliciter ou des choses comme ça. Ça se passe de mots, en fait. Les parents sont tout à fait capables de voir que c'est des attitudes qui fonctionnent pas, même si on ne leur explique pas. Voilà. Et après, on reprend ces scénettes et on leur demande ce qu'il faudrait modifier. Donc et on les rejoue de manière plus positive avec des attitudes plus favorables au langage. Merci. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Il nous reste 3 minutes pour ne pas mettre en retard la prochaine table ronde. Peut-être un mot sur le financement de votre action, le coût et le financement de votre action. Là, c'est dirigé plutôt vers vous, mesdames Juliane et Chloé. Alors, ce sont souvent les associations de prévention en orthophonie qui recherchent les financements dans leur département. Et donc, les financements, ils ont été assez différents d'un département à l'autre. On a des financements via le plan pauvreté. On a des financements, beaucoup de départements aussi ont pu financer le projet avec l'ARS via la stratégie nationale pour la protection de l'enfance.
Et certains ont eu des financements CAF, donc du département. Il y a aussi des financements privés. Voilà, donc en fait, nous sommes constamment à la recherche en fait de subventions pour pouvoir déployer le projet et dans différentes PMI lorsque les professionnels souhaitent que le projet se mette en place. Voilà, donc c'est... Alors, d'ailleurs, on a entendu le docteur Gérard tout à l'heure dire qu'une des clés pour avoir un projet qui fonctionne, c'était de ne pas dépendre de subventions ponctuelles. Malheureusement, c'est quand même beaucoup notre cas aujourd'hui. Donc, si vous avez des idées de subventions et de financement plus pérennes, ça nous aiderait beaucoup. Voilà. Ça, c'est pour ça. Et je vois passer des questions sur le coût pour une PMI. Je ne veux pas dire de bêtises, Chloé, le budget, c'est pour une PMI. Pour une PMI sur un an, pour 8 ateliers, donc 2 cycles, on est autour de 5 000 euros. Je peux revérifier pour donner le chiffre exact. Je le mettrai dans le chat. Mais de manière générale, pour toutes les demandes de développement ou de déploiement de l'ensemble des projets qui ont été présentés, n'hésitez pas à écrire, à écrire sur les différentes adresses qui vous ont été partagées dans le chat. Comme ça, l'équipe d'Avoué Préparé et l'équipe de l'ANSA pourront vous faire des réponses individualisées. Tout à fait, surtout que les financements, les coûts varient aussi souvent selon la spécificité des territoires. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile de donner un montant, peu importe les projets, un montant comme ça. En tout cas, nous, à l'ANSA, on accompagne pour le projet À vos jeux préparés. On a cette casquette-là aussi dans ce partenariat de les accompagner dans cette structuration et la recherche de financement pour la suite. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. C'était riche. Je pense que ça nous a permis en effet de nous recentrer sur le fond de la question du langage pour l'enfant et d'autres champs d'intervention que celui souvent aussi de l'accueil collectif et individuel du jeune enfant. C'était très riche. Donc merci encore à toutes nos intervenantes et puis aux participants qui ont pu poser des questions.